Donc ça, c'est une première représentation du commerce triangulaire. L'autre, c'est celle dont je vous ai parlé la dernière fois, c'est-à-dire, oui, les Européens qui vont en Afrique prennent des esclaves et là aussi, ils les amènent d'abord vers les côtes de la Caraïbe, et puis là, ils exploitent les terres. Je ne sais pas si vous le saviez, mais pour la France, Haïti était la colonie la plus productrice, la plus riche, qui a finalement, à son indépendance en 1804, a provoqué la vente de ce qui s'appelle la Louisiana Purchase, c'est-à-dire la vente de beaucoup de terres qui appartenaient à la France dans ce que nous appelons aujourd'hui les États-Unis. Sans cette vente-là, les États-Unis ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, les États-Unis étaient représentés surtout par 13 États de la côte Est, n'est-ce pas? Mais ayant perdu Haïti, Napoléon a perdu beaucoup de ses richesses, ne pouvait pas continuer à faire toutes les guerres qu'il voulait faire, et il a dû vendre une énorme partie de ce qui est aujourd'hui les États-Unis. D'accord? Donc ces richesses qui étaient exploitées dans la Caraïbe allaient vers l'Europe pour développer ce qui est devenu la révolution industrielle. Vous alliez poser une question? Non, d'accord. Ok, donc ça c'est une parenthèse. Donc aujourd'hui, nous allons nous atteler sur la question de la rencontre des écrivains venant des États-Unis vers la France tout particulièrement, et vers Paris surtout. Dans l'entre-deux-guerres, énormément d'Américains, blancs comme noirs, allaient à Paris. C'est ce qu'on appelle la génération perdue, celle d'après-guerre, d'après la Première Guerre mondiale, qui donc se cherchait, étant donné les dégâts que la Première Guerre mondiale a commis, et pas seulement au niveau matériel, mais aussi au niveau personnel, n'est-ce pas? Et donc c'était une génération qu'on appelle la génération perdue. Et dans cette génération, il y avait beaucoup d'écrivains blancs comme noirs qui venaient et qui, en fait, ont établi une certaine colonie, peut-être même deux colonies d'Américains à Paris. Et des écrivains comme Hemingway, Gertrude Stein et d'autres. Okay. Bon, alors un grand événement qui a eu lieu aussi et qui a eu une certaine incidence sur le mouvement des écrivains, et d'ailleurs, moi je parle d'écrivains seulement, mais il y avait aussi des artistes, il y avait aussi des musiciens qui venaient, de sorte que le jazz qui avait été développé aux États-Unis est devenu une grande musique bien respectée, moins respectée aux États-Unis, mais très respectée en France et à Paris notamment. Je me rappelle avoir été à Paris il y a 40 ans, et je suivais un séminaire sur, je ne me rappelle plus ce que c'était en linguistique, et puis un camarade m'a invité chez lui, et j'ai trouvé qu'il avait toute la musique de jazz, de Louis Armstrong à beaucoup d'autres, alors que c'était aux États-Unis des choses qu'on ne trouvait pas facilement. On pouvait les trouver, mais pas aussi facilement, disons, qu'à Paris à cette époque-là. Donc, l'âge du jazz
à Paris a été extrêmement important. Et je vais tout simplement passer sous silence les musiciens qui ont vraiment révolutionné la scène musicale parisienne à cette époque-là. Et d'autres artistes également. Je vais me concentrer surtout sur les écrivains et la rencontre des écrivains américains avec d'autres écrivains. D'accord? Attendez, je vais essayer de vous montrer tout à l'heure quelque chose sur la Harlem Renaissance. Il n'y a pas longtemps, je suis passé au nouveau musée à Washington qui abrite l'histoire et la culture nord-américaine. Un musée qui a été inauguré seulement l'année dernière. Et il y a une exposition formidable, si jamais vous êtes à Washington, ne manquez pas d'aller voir ce musée. Ça s'appelle Museum of African American History and Culture. Donc, et c'est là donc à Paris que se sont rencontrés des écrivains américains, antillais et africains. Et on passera tout à l'heure au détail. Et puis, en deuxième lieu, après, on va revenir sur l'article de Irélé, hein, pour voir de quoi il s'agit exactement pour ce qui est de la négritude. La négritude et la Harlem Renaissance. À propos, Harlem Renaissance, c'est pas le seul nom. Hein, ça s'appelle aussi la Renaissance nègre. Ça s'appelle aussi le nègre nouveau, the new Negro, à cette époque-là. Bon, alors, l'entre-deux-guerres, la dépression. Vous comprenez ce que c'est que la Grande Dépression? C'était la grande crise économique qui a commencé aux États-Unis, mais qui a infecté le reste du monde. Hein? Et qui, en fait, a influencé la fin de la Harlem Renaissance, hein, puisque ceux qui, en tout cas, étaient revenus aux États-Unis ont connu un très grand chômage. Hein. Les boulots ont été perdus et tout ça. Bon. Vous avez vu dans le film l'autre jour, n'est-ce pas, la succession des rencontres. Hein, nous avons vu comment, tout d'abord, Senghor et Césaire se sont rencontrés. Enfin, les images que vous avez vues, ce n'était pas Senghor et Césaire, mais des artistes, des acteurs qui jouaient le rôle de Senghor et Césaire. Et par la suite, ils ont pu rencontrer les Américains. Et parmi ces Américains, il faut parler de Langston Hughes, qui est parmi les écrivains, les plus grands écrivains de la Harlem Renaissance. Et il était poète, il était dramaturge, il était critique, il était journaliste. Et Langston Hughes voulait tellement aller en France qu'il est arrivé avec, je crois que c'était quelque chose comme $60 en poche. Et il a pu obtenir de petits emplois comme plongeur, comme serveur, qui lui permettaient de vivre au jour le jour. Plus tard, il a dû retourner aux États-Unis parce qu'il n'avait plus de fonds, mais sa rencontre avec Paris a été déterminante pour son avenir à lui et à bien d'autres. Ensuite, je ne devrais pas dire ensuite parce que Claude McKay a été tout aussi déterminant pour Harlem Renaissance. Il était poète, il était journaliste, il était romancier. Et il est connu surtout
pour avoir été l'auteur d'un roman, Banjo, qui a été fort apprécié par d'autres écrivains. Et je pense, bon, vous l'aurez, si vous ne l'avez pas encore, vous aurez Banjo, et c'est l'un de ces romans que je voudrais que vous lisiez pour mon retour. Mais il faut dire que ce qu'il y a d'important à dire sur Banjo, c'est que, pour vous autres qui êtes ici à Marseille, il a eu lieu ici à Marseille. Et bon, il s'agit de la vie de Noirs le long de la plage et des petits commerces dans le Vieux-Port. Mais ce qui est important aussi, c'est que c'est un roman qui dépeint des Noirs de tous les jours. Et ils étaient américains, ils étaient aussi africains. Et beaucoup plus tard, je pense que le roman a paru en 1925, et en 1956, un écrivain sénégalais, Ousmane Sembène, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Ousmane Sembène, qui est devenu le plus grand cinéaste africain, a écrit un roman intitulé Docker Noir, et Docker Noir a eu lieu aussi à Marseille. Mais Claude Maquet était d'origine jamaïcaine, il est devenu communiste, il a vécu en Russie, puis il est revenu en Provence, et il était vraiment l'un des écrivains les plus importants de son époque. Alain Locke, professeur, philosophe, journaliste également, que l'on considérait comme l'un des professeurs des écrivains et d'autres intellectuels de l'époque de la Renaissance. Il a étudié et aux États-Unis, dans les meilleures universités, je crois que c'était soit Columbia, soit Harvard, soit même les deux. Et ensuite, il a étudié en France, au Collège de France. Et il a écrit, par exemple, ce livre-là intitulé « Race Contact and Interracial Relations ». Et alors, Paris s'est trouvé comme une sorte de, pour les écrivains de la Harlem Renaissance, comme une sorte de porte d'entrée vers l'Afrique. Pourquoi? Parce que les écrivains ayant suivi une éducation américaine n'avaient pas une connaissance concrète de l'Afrique. Hein? Parce que le système éducatif leur disait, voilà, vous ne pouvez pas... Bon, si vous allez en Afrique, il n'y a que des jungles, il n'y a que des animaux, etc. Mais à partir d'ici, et on verra plus tard avec James Baldwin et Richard Wright, que la connaissance de l'Afrique, pour eux, a commencé ici. Et il y en a qui ont fait le voyage en Afrique, pas tout de suite, mais il y en a qui ont fait ce voyage-là. Et bon, avec ce voyage, pour ceux qui sont allés, la question qui se posait, et qui a été posée de manière exemplaire par Countee Cullen, qui est l'un des écrivains de la Harlem Renaissance, est celle-ci qu'il a posée dans ce poème qui s'appelle Héritage, Heritage. Le poème est beaucoup plus long, je n'ai pris que la première strophe. What is Africa to me? Qu'est-ce que l'Afrique pour moi? Copper sun or scarlet sea, jungle star or jungle track, strong bronzed men or regal black women, from whose loins I sprang when the birds of Eden sang, 3 centuries removed from the scenes his fathers loved, spicy grove,
cinnamon tree. What is Africa to me? C'est un questionnement de ce que c'est que l'Afrique pour moi. C'est un questionnement tout à fait personnel, une manière de chercher. Est-ce que vous comprenez tout là? Est-ce qu'il y a des mots qui vous sont difficiles? N'est-ce pas? Et c'est une question que récemment a été reposée par des écrivains de la diaspora. Hein? Cette Afrique-là, qu'est-ce qu'elle est devenue pour moi, pour chacun de ces écrivains? Mais déjà, poser la question, qu'est-ce que l'Afrique pour moi? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'elle représente pour moi? C'est un début de réponse. C'est un début de réponse. Il était important que la question soit posée. Mercer Cook, il était, oui, écrivain, mais surtout professeur, n'est-ce pas, qui a fait ses études à Harvard, qui est devenu diplomate, et puis qui a été professeur de français, de littérature francophone à Howard University. Howard University, c'est la grande université noire de Washington. Mais il a été aussi extrêmement influent comme intellectuel. Parmi d'autres, il y a Paulette Nardal. Paulette Nardal est connue comme la créatrice de la revue du Monde Noir et qui a tenu un salon, enfin, un salon entre guillemets, c'était, elle l'appelait, bon, rencontre d'amis. Et dans son salon, je vais l'appeler salon pour faire vite, dans son salon se réunissaient les écrivains de la Harlem Renaissance, aussi bien que les écrivains africains. Et la revue du Monde Noir traduisait les textes écrits en anglais en français et vice-versa, de sorte que les écrivains francophones pouvaient lire des textes écrits en anglais et vice-versa, et cela facilitait ainsi les rencontres. D'ailleurs, il faudrait noter aussi quelque chose de très important. La revue du Monde Noir n'était pas la seule revue qui a facilité les rencontres. Déjà, en 1900, la revue du Monde Noir a précédé Légitime Défense, qui était une revue de gauche créée par des étudiants antillais et qui n'a eu qu'un seul numéro parce que Légitime Défense a été saisie par le gouvernement français parce que elle était militante et les gens n'ont pas aimé que des étudiants venant de la Caraïbe fassent du militantisme sur le sol de la métropole. Bon, on verra plus tard que, ce sera pour la fois prochaine, une autre revue très importante, la Présence africaine, qui existe encore aujourd'hui, n'est-ce pas, a facilité ces échanges. Il faudrait également mentionner une revue que vous avez vue dans le film qui s'appelle L'Étudiant Noir, qui a succédé à Légitime Défense et qui était menée par Senghor et Césaire pour faciliter les rencontres. René Maran, je ne sais pas si vous connaissez ce nom-là. René Maran était un écrivain guinéen qui a publié un roman qui a gagné le prix Goncourt en 1921, Batouala, véritable roman nègre. Et à l'époque, René Maran était gouverneur en ce qui est aujourd'hui la Centrafrique.
Et son roman a fait beaucoup de bruit. Il a fait beaucoup de bruit, notamment parce que il contenait les germes d'une rébellion contre l'administration française dans les colonies. Et René Maran est devenu extrêmement important au sein de ces rencontres, parce qu'il facilitait les rencontres entre les écrivains antillais, les écrivains américains, puisqu'il parlait très bien l'anglais, et les écrivains africains. D'accord ? Bon. Et alors, c'est dans ces rencontres, dans ces différentes rencontres, au sein de ces différentes rencontres, qu'est née la négritude. Aujourd'hui, en étudiant l'histoire, on peut dire que voilà, oui, la négritude en fait avait déjà commencé avant la lettre. Tout à l'heure, on parlera un tout petit peu, on reviendra à Du Bois et le rôle qu'il a joué dans la négritude. Mais le mot négritude a été créé par Aimé Césaire. Il a paru pour la première fois dans la revue L'Étudiant Noir, mais surtout il a paru dans le grand poème d'Aimé Césaire, Cahier d'un retour au pays natal. Donc, c'est un mot qui est né, non pas en Afrique, mais à Paris. Et si Aimé Césaire l'a inventé, celui qui en a fait une longue élaboration théorique, c'est Léopold Sédar Senghor, qui a publié jusqu'à 5 tomes qui contiennent déjà dans le titre le mot négritude. Senghor et Césaire avaient des conceptions un peu différentes de ce mot et de cette idée, de cette réalité. Pour Césaire, c'était très simple. C'est le fait d'être noir, d'accepter cette condition-là et d'en assumer les conséquences. Alors que pour Senghor, c'était une essence du noir. Mais ce qui a de plus important, je pense, dans le mouvement de la négritude, parce que c'est devenu un mouvement, ce sont les textes littéraires qui ont été inspirés par la négritude. Bon, mais on peut faire un pas en arrière pour dire voilà. Et je pense que Senghor, dans un article, je crois qu'il était de 1963, 64, 65, il a dit que le véritable père, le véritable inventeur de la négritude, c'était Du Bois. Pourquoi? Parce que dans son livre The Souls of Black Folk, que j'ai cité l'autre jour, Du Bois avait analysé la situation du noir partout, mais surtout aux États-Unis. Et grâce à ces analyses, ces idées se sont répandues déjà dans le Nouveau Monde. Vous savez, je pense que je vous ai dit qu'il a créé une revue qui s'appelle, je ne l'ai peut-être pas mentionné, The Crisis, la crise. Et il a surtout créé, ou contribué à créer, le mouvement qui s'appelle NAACCP, the National Association for the Advancement of Colored People. National Association for the Advancement of Colored People, qui est un mouvement qui existe encore aujourd'hui et qui est un mouvement dédié strictement à la libération et à la quête de la justice pour les citoyens noirs américains. Mais les idées de Du Bois ne se sont pas limitées aux États-Unis. Elles ont traversé, disons, la mer Caraïbe,
de l'autre côté, c'est-à-dire vers Haïti et vers Cuba. N'est-ce pas? Et voilà le Harlem Renaissance entre 1918 et 1928, mais à Haïti, ça s'appelait l'indigénisme. Et à Cuba, ça s'appelait le négrisme, el negrismo. Et tout ça, c'est des mouvements connexes et qui ont comme objectif, n'est-ce pas, de la révolution, mais aussi la prise de conscience du fait d'être noir, la prise de conscience d'une certaine liberté et le sentiment de vouloir se libérer. D'accord? Bon, alors que Légitime Défense, par exemple, est tout de suite arrivé sur scène comme un mouvement politique, les créateurs de la négritude voulaient surtout que ce soit un mouvement culturel. Au lieu d'insister sur la chose politique, ils ont insisté sur le côté culturel. N'empêche que le côté politique était aussi là. Donc voilà, j'ai mentionné tout à l'heure que pour Senghor, la négritude, c'est l'essence du nègre, quel que soit où il se trouve et quelles que soient ses aspirations. Hein, tandis que pour Césaire, c'était une prise de conscience, et pour Damas, c'était un moyen d'action. Le rôle de Jean-Paul Sartre, bon, je mentionne en passant qu'en 1948, Senghor a publié une anthologie extrêmement importante qui s'appelle Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française, qui a réuni des textes francophones. Il n'y avait pas d'écrivains anglophones dedans, donc la Harlem Renaissance n'était pas là, mais c'était une première manifestation de la négritude dans la poésie. Hein, c'est-à-dire qu'il y avait des écrivains de la Caraïbe, Haïti, Martinique, Guadeloupe, Guyane et d'autres, et des poètes d'Afrique subsaharienne jusqu'à Madagascar. Donc c'était tout un ensemble. Et pour présenter cette revue, cette anthologie au public français, il a demandé à Jean-Paul Sartre d'écrire une préface qui s'appelle Orphée Noire. Et dans Orphée Noire, donc Jean-Paul Sartre a défendu la poésie de la négritude. Soit dit en passant, je ne sais pas si vous le savez, mais Jean-Paul Sartre n'aimait pas du tout la poésie. Et donc c'était une tâche tout à fait exceptionnelle que de devoir écrire une préface pour présenter la poésie. Et dans Orphée Noire, si jamais vous avez l'occasion de lire ce texte, il dit voilà, cette poésie-ci est tout à fait différente, c'est une poésie révolutionnaire. Hein, ce que la poésie, normalement, pour lui, ne pouvait pas faire. D'accord? Bon, quelques exemples de poètes qui ont été représentés. Birago Diop, David Diop, tous les deux sénégalais, René Depestre, haïtien. Quels sont les effets politiques et culturels de la négritude? Eh bien, d'abord, faire connaître le monde noir. Faire connaître le monde noir par un sursaut intellectuel, par un sursaut créateur, pour commencer. Mais par la suite, et on verra la fois prochaine,
en 1956, les poètes de la négritude ont convoqué un congrès d'écrivains et artistes noirs à Paris en 1956 pour revendiquer l'indépendance de l'Afrique. C'était ça, mais c'était aussi pour faire connaître une nouvelle littérature. Et parmi les textes littéraires, et je n'en cite que trois, il faudrait commencer par citer Pigment de Damas, qui était parmi les premiers textes à paraître. Damas avait écrit également d'autres textes, par exemple un texte qui condamnait l'intervention des troupes françaises auprès de rebelles malgaches. Donc voilà déjà une manifestation politique de quelqu'un qui parle de la négritude. Ensuite, il y a le cahier d'un retour au pays natal, qui a toute une histoire. Là, on peut dire qu'il a été influencé, oui, par l'Afrique, mais c'est secondairement par l'Afrique. En fait, c'est quelque chose qui était en train de se développer en Césaire pendant qu'il était étudiant à Paris. Et c'est lors d'un voyage en Yougoslavie, à l'époque, avec son ami Petar Guberina, qu'il a commencé à écrire ce long poème. Apparemment, il était là chez son ami et il se lève, ils sont arrivés la nuit, et il se lève le matin, il voit devant lui une île. Et il demande à son ami, mais qu'est-ce que c'est, comment s'appelle cette île-là? Et son ami dit Martinska. Et donc Aimé Césaire dit Martinska, mais ça veut dire Martinique. Et donc, peut-être par un sursaut de nostalgie, il se met à écrire son cahier d'un retour au pays natal. Mais ce cahier d'un retour au pays natal n'a pas vu le jour tout de suite et d'un seul coup, puisque 1939, c'était le début de la guerre, et Aimé Césaire est retourné à la Martinique, où il est allé enseigner au lycée Schœlcher, mais le cahier a paru en série dans une revue parisienne qui s'appelle Volonté. Ce qui ne lui a pas valu une grande reconnaissance, puisque les gens n'allaient pas s'occuper de ça alors que la guerre avait commencé. Mais c'est beaucoup plus tard, je dirais 3 ans plus tard, que pendant la guerre, ce cahier a été découvert notamment par André Breton. Et il a été, en fait, la première édition du cahier entier a été publiée à New York par Brentano pendant la guerre. Et puis c'est devenu, si vous voulez, c'est le texte qui est le plus cité comme texte représentatif de la négritude. Parce que c'est là-dedans que la négritude est plus ou moins conjuguée. Qui a lu le cahier? Bon. C'est un texte qu'il faudrait lire, il n'est pas facile, mais c'est dans ce texte que Césaire dit ce que la négritude est et ce qu'elle n'est pas, notamment. Mais Chant d'ombre de Senghor en 1945 est aussi un texte important parce que Senghor étant africain et ayant avec lui, connaissant les traditions africaines dont l'oralité, il évoque beaucoup l'Afrique traditionnelle, ce que Pigment et Cahier d'un retour au pays natal ne pouvaient pas faire de manière aussi efficace. Mais il y a de véritables chefs-d'œuvre poétiques dans Chant d'ombre. Et notamment un texte qu'on cite beaucoup,
je crois que c'est là-dedans qu'on trouve femme noire, femme africaine, etc. Ok. Et voici Léopold Sédar Senghor, qui a donc, il porte son costume d'immortel, qui a fini par être président du Sénégal à l'indépendance en 1960, et puis finalement, avant la fin de sa vie, il est devenu membre de l'Académie française. Probablement la figure la plus importante, avec Césaire, du mouvement de la négritude, pour ce qu'ils ont écrit et pour ce qu'ils ont dit. Léon Gontran Damas, guyanais, aussi grand écrivain, et qui a en fait intériorisé certains rythmes oraux dans sa poésie. Vous connaissez ce poète? Non. Je peux peut-être vous trouver 2 ou 3 textes de chacun de ces poètes pour qu'on les lise ensemble. Et enfin, Aimé Césaire, qui fut non seulement écrivain, mais écrivain de grande importance, mais aussi député de la Martinique à l'Assemblée nationale de 1945 à 1991, si mon souvenir est bon. Ça fait un très long parcours. Et aussi, simultanément, maire de Fort-de-France, la capitale de la Martinique, très longtemps. Et Césaire est mort en 1908. 18? Non, pas 18. 2000, pardon. 2008. Ouais, 2008. Oui, il est mort en 2008. Pardon? J'ai pas entendu. Oui, oui. Mais il est resté une figure marquante, et je pense que si ses rapports avec le gouvernement français avaient été meilleurs, il aurait peut-être fini aussi à l'Académie française, ou aurait gagné le prix Nobel, puisque c'était extraordinaire ce qu'il a fait comme écriture, enfin, des pièces de théâtre, des essais extrêmement importants. Mais bon, il faisait toujours figure d'opposant. Et vous avez vu dans le film un tout petit peu comment il était sur la tribune. Et il y a le discours que vous avez entendu au début du film, je l'ai en fait en personne, c'est-à-dire avec toute sa verve, et qui fâchait les gens. Oui. Est-ce que ça veut dire que Senghor était plus consensuel, ou avait plus de concessions? Oui, tout à fait. Oui. Senghor était vu comme un homme de concession, un homme qui aimait plutôt s'exprimer de manière beaucoup plus feutrée que Césaire. Et donc, Césaire était toujours entre politique pure et dure et la poésie. Et les deux n'allaient pas toujours ensemble. Hein. Tandis que, Césaire disait toujours que Senghor, lui, étant africain, n'a pas les mêmes angoisses qu'un Antillais. Hein. Et bon, j'ai eu l'occasion et la chance de m'entretenir avec lui à plusieurs reprises, et c'était toujours ça. Oui. Bon, et si vous regardez sa production littéraire, vous allez trouver des choses aussi
enfin, toujours révolutionnaire. Je vais citer tout simplement quelques titres de pièces de théâtre. Hein, la tragédie du roi Christophe sur Haïti, Une saison au Congo sur l'assassinat de Lumumba, Une tempête, qui est une transformation de La tempête de Shakespeare. Quoi d'autre? Le Rebelle, qui était comme une première pièce de théâtre modèle pour tous les autres. Et en fait, Césaire représentait vraiment le rebelle politique. Et le film que nous avons vu, en fait, c'était pour le centenaire de sa naissance. Ça a été produit en 2013. Donc voilà. Je vais faire là une pause, mais avant, je vais peut-être vous montrer, si je peux y arriver, le petit... Je vais quitter ça. Ça aussi. Ouais, vous allez excuser la qualité de cette vidéo. C'est que c'était une vidéo qui jouait dans le musée et je me suis permis de le prendre. C'est une sorte d'explication de Harlem Renaissance. J'espère que... Voilà. C'est très court. 5 minutes. With the great migration of African Americans from the rural South to cities in the North, there was an awakening among black artists, writers, and musicians. No longer defined by white ideals, they rejected old stereotypes and forged a new black identity. Their work celebrated the full breadth of African American life and sparked a cultural explosion that lasted 25 years. The movement has been called the Harlem Renaissance, the New Negro Movement, or more accurately, the Negro Renaissance. The Renaissance was not limited to Harlem. In Washington, D.C., Seattle, Los Angeles, and other cities across the country, artists drew inspiration for these new visions from their communities. Archibald Motley painted nightlife in Bronzeville, Chicago's South Side home to hundreds of thousands of Southern migrants. At his studio in Harlem, James Van Der Zee captured middle-class life and death, retouching negatives to reveal his subjects at their most beautiful. And Augusta Savage modeled clay into busts of family and friends. An ocean away from their urban homes, Africa, its people, art, and stories captivated the artists of the Renaissance. Soon they were incorporating the continent's motifs in their work. County Cullen penned the poem Heritage with the opening line, "What is Africa to me?" Life in the American South was a popular topic for writers. Zora Neale Hurston set her love story, Their Eyes Were Watching God, in southern Florida. In Kane, a book of prose poetry, Jean Toomer wrote about people dwelling in Georgia's farmlands. Playwright Georgia Douglas Johnson highlighted the injustices of lynching in Sunday Morning in the South. And Randolph Edmonds' play Old Pete detailed the problems faced by Southerners moving north during the Great Migration. Even as Renaissance
Renaissance writers and artists were creating new and authentic images of African Americans, racial discrimination and violence persisted. In response, they made work to confront America's inequalities. Poet Claude McKay wrote, "If we must die, let it not be like hogs. Like men, we'll face the murderous, cowardly pack, pressed to the wall, dying, but fighting back." No, Daddy said to leave. We gotta go. Whites were introduced to the Negro Renaissance through theater and music. In 1921, Noble Sissle and U.B. Blake's Broadway musical Shuffle Along was a big hit that helped launch Josephine Baker and Paul Robeson's careers. Jazz also crossed the color line. The music, based on African American rhythms and improvisation, transfixed audiences. Patrons flocked to venues like the Cotton Club to see Duke Ellington, Cab Calloway, and Louis Armstrong. Although the performers were African Americans, the clubs were strictly segregated. Opera singers Marian Anderson and Roland Hayes, along with composer Harry T. Burleigh, invigorated classical music and reintroduced African American, white, and European audiences to spirituals. Artists of the Negro Renaissance spoke loudly and clearly in their own voice, self-determined, and for the first time, unafraid. Of the time, writer Langston Hughes wrote, "We younger Negro artists who create now intend to express our individual dark-skinned selves without fear or shame. We build our temples for tomorrow, strong as we know how, and we stand on top of the mountain free within ourselves." Voilà. Oui, j'ai pu donner l'impression que tous les écrivains et tous les artistes de Harlem Renaissance ont migré à Paris. Non, c'est pas vrai du tout. Beaucoup ont continué leur vie artistique aux États-Unis. Et l'autre impression, c'est que tout ne se passait qu'à New York, qu'à Harlem. En fait, c'était là l'origine, mais le mouvement s'est répandu à travers le pays, Chicago, comme a dit le film, Seattle et ailleurs également. Donc c'est devenu en quelque sorte un mouvement tout à fait national, mais vous avez constaté que bien que par exemple les musiciens tels que Armstrong et d'autres jouaient dans les clubs, ces clubs étaient fréquentés par des Blancs et les Noirs ne pouvaient pas y participer sauf sur la scène, ce qui est tout à fait contradictoire. Et bon, une autre remarque que j'allais faire, c'est que le contact entre les écrivains de la Harlem Renaissance et les écrivains de la négritude a laissé des traces. Par exemple, Aimé Césaire a écrit un mémoire de maîtrise, non, c'était le DEA, sur le thème du Sud dans la littérature noire américaine. Donc, vous voyez, les influences étaient mutuelles. Alors, ce que j'aimerais faire de ce texte, c'est plus vous écouter, savoir ce que vous en avez retenu, ce qui est le plus difficile. Et on pourra ainsi discuter un peu plus. Moi, je me suis trompée, parce que j'ai lu en fait les premiers textes. Ah. Mais j'ai pas lu les dossiers. Ok. J'ai dû faire un choix, donc je sais pas.
Bon, c'est une sorte de synthèse de ce que c'est que la négritude, et surtout le rapport entre la Harlem Renaissance et la négritude. C'est un texte qui va un peu plus au-delà, qui est plus philosophique que beaucoup de textes en fait que j'ai vus entre les deux. Ouais. Qu'est-ce que vous y trouvez d'intéressant? Bon, si on commence par exemple à la page 761, ou un peu avant, Irélé donne 3 raisons pour lesquelles les Noirs d'Amérique, des États-Unis plus précisément, trouvent l'Afrique importante. Vous pouvez me rappeler le titre du texte aussi? Tout à fait, c'est The Harlem Renaissance and the Negritude Movement. Hein, je vous l'enverrai aussi. Trois raisons. La première, c'est quoi? Le souvenir. Non, les raisons pour lesquelles les Noirs d'Amérique trouvent l'Afrique importante. Ou significative pour eux. La première raison, c'est le souvenir de l'exil forcé, c'est-à-dire l'esclavage. Et donc, et ceci est bien expliqué dans le musée dont je vous ai parlé, c'est que la question même de la race a été définie par l'esclavage. C'est-à-dire que avant l'esclavage, les Africains ne se pensaient pas comme noirs, hein, ni même comme africains. C'est à la rencontre de la domination dans le Nouveau Monde que la couleur de la peau est devenue importante, que la question de la race est devenue importante. N'est-ce pas? De sorte que, quelle que soit la position sociale d'un noir, il sera toujours inférieur à n'importe quel blanc. Et ça, c'est une conception qui n'était pas là avant. J'ai une question par rapport à une photographie de la représentation du noir dans le continent américain. En fait, parce que je travaille dans ma thèse, en fait, il y a une rupture en fait avec la question de comment représenter visuellement le noir. Donc jusqu'à peu près le milieu du XVIIIe siècle, il n'y a pas cette association, pas forcément une association entre le personnage noir et l'esclave. Et à partir de la fin du XVIIIe siècle, et surtout avec l'ascension de l'abolitionnisme et des idées, ça commence à avoir directement cette idée personnage noir égale esclave. C'est ça. Et dans le mouvement littéraire, en tout cas, il y a un questionnement par rapport à ça aussi. Il y a un moment que l'Africain, il n'est pas forcément... On ne crée pas un lien forcément entre l'Africain et l'esclavage, l'esclave américain. Et d'un coup, avec les théories raciales du XIXe siècle, l'Africain passe
par sa couleur, être aussi associé directement à l'esclavage aussi. Et ça, c'était quelque chose de nouveau. C'était quelque chose de nouveau. Et quelque chose qui a, disons, provoqué une certaine révolte. Hein. Et la deuxième raison, toujours à la page 761, la deuxième raison, c'était la résistance au bas de la page, le dernier paragraphe pratiquement. Et la troisième raison, page 762, c'est le sens lutte contre cette imposition de la domination par le blanc. Ça, ce sont des thèmes, en fait, qui sont communs à Harlem Renaissance et à la négritude, mais qui ont été inaugurés par Harlem Renaissance, qui ont été plus ou moins récupérés par la négritude également. Ok. Irélé donne, comme je l'ai fait tout à l'heure, mais d'une façon plus précise, une place importante à Du Bois. À la page 763, et il parle de la maturation de l'élite noire. Et comme on en avait parlé l'autre jour concernant l'opposition entre Du Bois et Booker T. Washington, il fallait absolument qu'une partie de la population noire accède à une formation, à une vie intellectuelle pour pouvoir s'opposer aux thèses imposées par la domination. Donc, pas tout simplement s'arrêter au ressentiment que la domination imposait, mais pouvoir résister intellectuellement. D'accord ? Et les thèses de Booker T. Washington ne pouvaient pas permettre aux Noirs d'arriver jusque-là. Et c'est là la grande différence entre Du Bois et Booker T. Washington. D'accord ? Une deuxième chose à retenir, le rôle déterminant, à la page 764,
le rôle déterminant de la Harlem Renaissance dans l'émergence de la négritude. Et là aussi, il y a 3 thèmes principaux. Une nécessité de protester. Et avec la nécessité de protester, une conscience d'une condition collective qui va avec cette nécessité. Oui? Je peux poser une question par rapport à cette conscience collective. Mais donc la différence, parce que moi je ne connais pas énormément d'histoire des États-Unis, mais en pensant qu'il y avait une partie de la population noire américaine qui était esclave, il y avait l'autre partie qui n'a pas forcément qui n'a pas vécu, on n'avait pas de proximité avec cette histoire d'esclavage. Donc comment ça construisait cette conscience collective concernant donc la réalité sociale, le contexte des Noirs américains au sud par rapport à ceux du Nord? Oui, oui. Eh bien, c'est là encore une fois où les thèses de Du Bois sont utiles. C'est-à-dire que, bon, lui, au départ, il s'agissait de 10%, un dixième de la population qui serait instruit, qui comprendrait les problèmes intellectuellement, parce que physiquement, ces problèmes existaient et étaient connus, et étaient ressentis par tous. Mais comment en sortir, hein, si vous êtes dans les champs, si tout ce que vous faites, c'est le travail manuel, n'est-ce pas? Et alors, pour Du Bois, il fallait que ceux qui sont instruits, qui ont le 10e de la population qui est instruite, instruisent d'autres. Et donc, il fallait créer des structures éducatives pour continuer à faire surgir cette conscience. C'est pas? Donc, le ressentiment à lui seul ne suffisait pas. Il fallait, et d'ailleurs, ni la connaissance non plus, il fallait quelque part une certaine action. Et tout à l'heure, dans le petit clip que j'ai montré, la résistance, c'est aussi faire. Et Mackay a été cité en disant, voilà, si nous devons mourir, nous n'allons pas mourir comme des cochons, mais on va mourir en train de résister. On mourra, mais en train de résister jusqu'au bout. Et deuxième élément, deuxième thème, c'est au-delà de la protestation, il y a la célébration de la vie noire, page 765. Et cette célébration se fait, oui, par des œuvres d'art, la littérature, la musique, en quelque sorte pour illustrer la civilisation noire. Et à la page 765, au bas de la page, c'est une citation du manifeste de l'artiste noir que Langston Hughes écrit, et qui était aussi cité dans le clip. We, younger Negro artists who create now, intend to express our individual dark-skinned selves without fear or shame. If white people are pleased, we are glad. If they are not, it doesn't matter. We know we are beautiful and ugly too. The tom-tom cries and the tom-tom laughs. If colored people are pleased, we are glad. If they are not, their displeasure doesn't matter.
we build our temples for tomorrow, strong as we know how, and we stand on top of the racial mountain, free within ourselves. Donc, cette célébration crée une certaine liberté intérieure qui fait qu'on est libre de s'exprimer. Et le ton un peu défiant, hein, que les Blancs aiment, ça va, qui n'aiment pas, ça va aussi. Hein, et que les Noirs aiment ce qu'on fait, ça va, mais s'ils n'aiment pas, ça va aussi. Donc on n'a plus peur, on ne doit plus avoir peur de s'exprimer. Est-ce que là, justement, ça ne reprend pas ce que disait la dernière fois, je crois que c'était dans le film, au moment où on disait qu'il dépendait du regard, enfin, que les Noirs devaient s'affranchir du regard des autres, qui les définissaient comme étant tel ou tel, et du coup, non plus se positionner par rapport au regard de l'autre, mais par rapport au regard de soi. Oui. Sur soi-même, ça rejoint un peu cette idée-là. Tout à fait. Oui. Oui, oui. Donc, donc ça fait... Et le troisième thème, page 766. L'Afrique, dès lors, prend une certaine résonance par rapport aux sources de la personnalité noire américaine, qui ne la connaît pas de manière précise, de manière objective. Hein. Mais tout cela est extrêmement important, d'où la question que Countee Cullen pose, « What is Africa to me ?» Qu'est-ce que l'Afrique pour moi? Donc, c'est une étape, c'est une nouvelle étape qui va d'abord de la protestation, ensuite à la célébration, et enfin à cette question qui est salvatrice, qu'est-ce que l'Afrique représente pour moi? Et il y a toute une gamme d'expressions chez les poètes qui expriment de manière pas objective, mais subjective, ce que c'est que quel est le sens de l'Afrique pour chacun de ceux qui s'expriment de cette manière. D'accord? C'était important pour l'acceptation de soi. Et ce n'était pas tout simplement une question de détermination biologique, c'était aussi une question d'une continuité spirituelle et culturelle. Et à la page 768, il mentionne tout particulièrement Banjo, comme ayant eu une influence sur la littérature francophone noire. Banjo, comme j'ai dit, je pense qu'il a été publié en 1925, traduit en 1931, et il a été immédiatement très populaire. Mais là, et je pense que Césaire aussi a admiré Banjo, parce que c'est un livre qui représente un noir tout à fait ordinaire, même peut-être moins qu'ordinaire, comme héros du roman. Agrippa Daly, qui s'appelle Banjo, d'ailleurs. Il est cité comme exemple. Bon,
Irélé parle aussi de l'apport de la littérature haïtienne. C'est pas parce que Haïti a eu une histoire tout à fait particulière avec son indépendance arrachée en 1804 et longtemps s'est cru un pays à la française, n'est-ce pas, avec des rois, des princes, des ducs, etc. Mais qui, à partir de l'occupation américaine en 1915, s'est ouvert les yeux et a vu qu'en fait, c'était une nation africaine, entre guillemets. Et les idées de Du Bois sont arrivées jusque-là à travers un texte de Jean Prismars, un médecin et anthropologue haïtien, son livre intitulé « Ainsi parla l'oncle », qui donne une certaine connaissance et reconnaissance de l'Afrique. C'est pas, il y a toute une génération d'écrivains haïtiens, donc, de ce mouvement qui s'est appelé le négrisme, l'indigénisme en Haïti, et qui avait été certainement influencé par les idées de Du Bois. Mais, oui. Poser une question par rapport au choix du terme indigénisme au Haïti, parce que donc, en Amérique latine, l'indigénisme va faire plutôt référence aux autochtones. Donc, pourquoi Haïti va choisir ces termes-là, indigénisme, oui, par rapport au mouvement? Oui, mais je pense que c'est en partie pour reconnaître leur indigénisme africain. Et puis sur la terre haïtienne, hein, et pas du tout pour dire voilà, il n'y a pas eu de population indienne, je ne sais pas comment, je n'aime pas du tout appeler oui, disons autochtones, hein, pas du tout pour les nier, parce que vous savez que Haïti est la plus africaine des îles de la Caraïbe. Et donc, c'est par à-coup, par réaction contraire à ce que Haïti était avant cette révolution que j'appellerais la révolution des idées de Du Bois, inspirée par Du Bois, n'est-ce pas? Et Ainsi parla l'oncle célèbre la culture locale haïtienne. Mais au-delà de Haïti, il y a l'Afrique. Je pense d'ailleurs qu'il dit la même chose. Je vais lire la phrase. It is significant to note that in this development a figure appeared who played a role equivalent to that of Du Bois in North America, for just as the souls of black folk drew attention to the resources of black culture in the United States and insisted on its African provenance, which stamped this culture with its unique character in America, so did Ainsi parla l'oncle by Jean Prismars, published in 1928, indicate to the Haitian intellectuals the strength of the popular culture in Haiti and its distant but living source of Africa. N'est-ce pas? Donc, oui, et ça c'était en pleine occupation américaine. Parce que les États-Unis ont toujours eu des problèmes avec Haïti jusqu'à ce jour. Enfin, vous vous rappelez ce que Trump a dit dernièrement. Jusqu'à ce jour, parce que c'était toujours, étant donné la révolte des esclaves à la fin du XVIIIe, début XIXe siècle,
les États-Unis se sont préoccupés que cette révolte allait allait inspirer des révoltes aux États-Unis. Et jusqu'en 1915, c'était toujours un problème. De 1915 à 1934, Haïti était occupé par les États-Unis. OK. Et bon, à la page 772, il met en évidence l'importance de la rencontre des écrivains haïtiens avec les poètes de la négritude, j'allais dire de la négritude africaine. Non, il y avait deux Antillais, hein. Il n'y avait qu'un seul Africain parmi les trois leaders de la négritude. Hein. Il y avait Césaire, le Martiniquais, et Damas, le Guyanais, Senghor, le Sénégalais. À la page 772, les Haïtiens peuvent être considérés comme les premiers poètes de la négritude avant la lettre. Et ils sont bien représentés dans cette anthologie de Senghor que j'ai citée tout à l'heure, de 1948. Et donc, l'anthologie de Senghor peut être considérée comme l'équivalent de l'anthologie que Alain Locke avait publiée, qui s'appelle The New Negro, en 1925. Et donc, les Haïtiens font le trait d'union entre les deux mouvements. Les deux mouvements, c'est-à-dire Harlem Renaissance d'un côté et la négritude de l'autre. La négritude de l'autre, et ils se placent entre les deux pour créer quelque chose de tout à fait. Vous voyez, donc les rapports sont assez complexes. Bon, mais il y avait un précurseur que j'ai nommé tout à l'heure, et c'est le roman de René Maran. Si vous pouvez vous imaginer en 1921, un roman comme Batoila recevant le prix Goncourt, c'était un événement. Et en plus du roman, René Maran avait écrit une préface qui était encore plus dure que le roman lui-même, dans la condamnation de la colonisation française de l'Afrique, et notamment dans ce cas de l'Afrique centrale. Et Senghor a reconnu René Maran comme un précurseur, comme il avait reconnu Du Bois comme précurseur intellectuel. À la page 774, mais soit dit en passant, regardez la page 773. C'est Senghor qui est cité là en anglais. It is thanks to Paulette Nardal, the Martinican, who founded la Revue du Monde Noir, that I met Alain Locke and Mercer Cook. Thanks to the Guyanese, Léon Damas, that I met Langston Hughes and County Cullen. It is thus that, in the general sense of the word, the Negritude movement, the discovery of black values and the Negro's awareness of his situation, was born in the United States of America. N'est-ce pas? Donc, en plus. OK. Et alors, il continue à la page 774, ce n'est plus Senghor, mais c'est Étienne Léraud qui avait écrit dans Légitime Défense, et là c'est en français, « Le vent qui monte de l'Amérique noire », n'est-ce
pas, en reconnaissance donc de la Harlem Renaissance. Le vent qui monte de l'Amérique noire aura vite fait, espérons-le, de nettoyer nos Antilles des fruits avortés d'une culture caduque. N'est-ce pas, vous comprenez pourquoi ils ont interdit cette revue. Langston Hughes et Claude McKay, les deux poètes noirs révolutionnaires, nous ont apporté, marinés dans l'alcool rouge, l'amour africain de la vie, la joie africaine de l'amour, le rêve africain de la mort. C'était déjà ce côté révolté qui est représenté ici par les paroles d'Étienne Léraud. Durant la reconnaissance aux États-Unis, il a eu quelle ampleur? C'est-à-dire que vous disiez que ça s'est pas régulier à New York, que ça s'est un peu étendu, etc. Mais comment est-ce que c'est vécu justement dans l'ensemble? Est-ce que le gouvernement avait plutôt envie de l'éteindre, ou est-ce que ça a été plutôt... Parce que par exemple, comme un concours, c'est une forme de reconnaissance importante, culturelle, je veux dire, est-ce que le mouvement Harlem Renaissance a bénéficié du même type de reconnaissance? Non, et en fait, la raison pour laquelle j'ai évoqué la dépression, c'est exactement parce que tout d'un coup, avec le crash de 1929, je crois, 28 ou 29, je ne me rappelle plus la date exacte, tout s'est effondré. Et s'il y avait reconnaissance de Harlem Renaissance, c'était surtout dans les bars, dans les clubs, hein, où la musique était jouée, etc. Et donc, la société blanche était spectatrice. Et en fait, ne lisait pas ce qu'écrivaient les jeunes noirs. Écoutez la musique, oui. Regardez les danses. Mais ce qui avait de plus profond et de plus intellectuel n'a vraiment pas beaucoup touché. Mais comme disait Langston Hughes, pour eux, ça n'avait pas d'importance. Que les gens sachent ou non, c'est leur affaire. Nous, on va continuer à faire notre travail d'expression littéraire ou artistique. Oui, c'est une main que je vois. Il y avait quand même un rapport de patronage. De patronage du mécénat avec la société blanche. Oui. C'était pas encore des années non plus. Il y avait déjà des éditions qui soutenaient la Renaissance à une certaine époque. Ah oui, certainement. Et il y avait, ne serait-ce que Langston Hughes était soumis au mécénat de la société bourgeoise blanche pour venir. Il y avait quand même une certaine forme de charge d'idée. Oui. Mais ce qu'il n'y a pas tellement aux États-Unis, contrairement ici, c'est, disons, oui, il y a des prix nationaux, mais bon, ils sont beaucoup plus, sélectifs. Et puis, il faut vous rendre compte que les années 20, 30 et 40, etc., bon, Richard Wright a reçu un grand prix littéraire plus tard. Mais à cette époque-là, bon, il y a des écrivains qui ont été très bien reconnus, Langston Hughes par exemple, mais il y avait relativement peu de prix et de reconnaissance nationale. C'était nouveau. Et même ici, je crois que le cas de René Maran est tout à fait exceptionnel. Oui. Ok. Bon, je crois que c'est ce que moi j'ai retenu. Je ne sais toujours pas ce que vous avez retenu. Oui, c'est l'essentiel. Allons plutôt vers la fin. Je crois que le paragraphe du milieu, à la page 778,
in the 60s, shortly before his death, Langston Hughes remarked in an interview that he and fellow poets of Harlem had had their own negritude. He obviously had in mind the crystallization of black self-awareness, which served as a precedent for the corresponding movement in the French-speaking world, as Alan Locke remarks in his introduction to the New Negro. The pulse of the Negro world has begun to beat in Harlem. It continued to beat and to resonate throughout the black world, and especially in the French-speaking world, years after the demise of the movement it had spawned. The historical and thematic links between the Harlem Renaissance and the Negritude movement, by way of the Haitian Renaissance, represent undoubtedly the principal channel of imaginative confrontation with the black experience. The parallels between the three movements are not fortuitous. They inhere in the thematic cross-currents manifested in the play of intertextuality, itself authenticated by the common historical experience to which the three movements present themselves as forms of response. But the literature of Harlem remained seminal to the inspiration of the poets of the Haitian Renaissance and of the Negritude movement. Bearing out the observation by James de Jong, Black Harlem was acknowledged and employed by black francophone poets as a shared motif of the African experience. N'est-ce pas? Donc, des trois mouvements, Harlem Renaissance se trouve extrêmement important. D'accord? Moi, j'ai une question concernant la représentation de cette expérience africaine, parce que donc dans la diaspora en fait, américaine, il va y avoir toujours cette notion aussi d'une Afrique un peu mythique. Il n'y a pas un contact aussi avec la réalité particulière de chaque pays africain. Oui. Et comment donc les contacts de ces écrivains américains qui sont venus à Paris, donc peut-être qu'ils ont été plus proches des Africains, c'est différencié par rapport à ceux qui sont restés aux États-Unis, peut-être sont maintenus dans cette idée d'une Afrique rêvée. Oui, probablement, mais je dirais que même ceux qui étaient à Paris n'ont pas connu l'Afrique de tous les jours en tant que telle. Il faudra, on va en parler la fois prochaine en lisant ce texte, et s'il vous plaît, lisez le texte Princes and Powers pour la fois prochaine. Il va y avoir un phénomène assez intéressant. Richard Wright, par exemple, je considère Richard Wright et James Baldwin d'une génération après celle de Langston Hughes et d'autres. Richard Wright va effectivement aller au Ghana et il va écrire un gros livre que je vais vous épargner parce qu'il a 358 pages, intitulé Black Power. Il sera profondément déçu de son expérience africaine. Parce qu'en fait, ce n'est pas l'expérience dont il avait rêvé, ce n'est pas l'expérience dont il a lu chez certains, même peut-être chez Senghor. Parce qu'en arrivant à Paris, les Africains qu'il rencontre, c'est l'élite africaine, n'est-ce pas? Qui aussi, Senghor notamment, cherche à faire marche arrière vers des traditions qui leur échappent. Et par conséquent, ce sera tout aussi livresque, n'est-ce pas? Et James Baldwin a écrit en tant qu'observateur cet essai qui s'intitule Princes and Powers, comme observateur du premier congrès des écrivains et artistes nègres
en 1956 à Paris. Et donc il est critique, il est ironique, mais il n'a rien écrit d'autre, il n'a rien pu écrire d'autre. Pourquoi, je ne sais pas. Parce que j'ai fait une petite enquête. Apparemment, il a fait un long voyage en Afrique, plusieurs pays, en Afrique de l'Ouest, avec sa sœur, et il en est revenu sans pouvoir écrire autre chose. Est-ce que c'était une déception comme Wright, ou bien il s'est dit, voilà, je me limite, n'est-ce pas, à cette Afrique des élites. Et c'est celle que je vois. C'est une question ouverte, en fait. J'aimerais savoir, par exemple, quelle note il a pu faire de ce voyage-là et pourquoi il n'a pas écrit quelque chose de plus substantiel. Il y en a d'autres qui ont écrit des choses, mais bon, ouais. Est-ce qu'il peut être parler de cette particularité des cultures africaines qui sont très disparates? Ça peut mettre un peu de rupture dans le mouvement noir, diasporique, par rapport à une unité africaine qui peut mobiliser les Noirs américains en général, parce qu'on a l'expérience partagée de l'esclavage, de la rupture identitaire. On a besoin de ces lieux unitaires qui représentent, je ne sais pas, c'est une question. Oui, lieu unitaire, ça, je ne sais pas si... enfin, l'unité va toujours rester au niveau du mythe, n'est-ce pas? Parce que l'Afrique n'est pas forcément unitaire. Il y a toutes sortes de civilisations et de cultures. Et quand on y va, il faut tirer ses propres conclusions, et ces conclusions seront individuelles. Ouais. Et c'est peut-être là un handicap pour ceux qui y vont avec l'idée que je vais là trouver vraiment quelque chose d'unitaire, qui va résoudre tous mes problèmes identitaires, parce que c'est pas forcément ce qu'on trouve. J'ai constaté par exemple que quelqu'un de très très engagé à l'Afrique, Césaire, n'est-ce pas, je pense qu'il n'a pas visité plus d'un pays, plus de deux en tout cas, la Guinée et le Sénégal. Mais son Afrique est concrète dans les noms qu'il cite, même des endroits qu'il n'a pas connus. Son Afrique reste poétique. Et ça va, c'est pas un problème que ça reste poétique. C'est pas parce que vraiment, pour connaître une histoire et une culture bien concrète, il faut y avoir vécu un certain temps. Ce qui ne se passait pas. Mais cela n'empêche pas qu'il y ait quand même cette lutte à la fois intérieure et extérieure. Une lutte en soi pour construire son identité et extérieure pour défendre cette identité. Ouais. Donc, c'est des problèmes extrêmement importants, mais aussi extrêmement complexes au niveau individuel. Yeah. Ça reste vraiment individuel, parce que Nina Simone, par exemple, elle est vraiment partie au Libéria dans cette optique-là. Qui? Nina Simone. Oui. Après avoir été députée de son combat dans les Civil Rights Movement, elle est partie, elle ne voulait plus jamais retourner aux États-Unis. Elle a trouvé elle a toujours dit que ce qu'elle a trouvé au Libéria, ça a été la période la plus heureuse de sa vie. Oui. C'est vraiment par oui. question financière qu'elle est partie du Libéria. Oui. Oui. Non, il y en a pas mal. Hein. Il y a Du Bois, justement, je vous ai dit. Du Bois, avec
tout ce qu'il avait laissé comme poids intellectuel, avec tout ce qu'il avait écrit, il a finalement décidé de tout laisser et d'aller au Ghana. Et il est mort au Ghana en 1963. Par contre, Wright, qui a refusé de retourner aux États-Unis et qui est mort à Paris, n'est-ce pas? Il est resté là entre les deux. Parce que c'était ça. Pour lui, oui, vivre en Afrique, c'était impensable. Mais il a pris le temps, je pense, de comprendre ce que c'est que l'Afrique pour lui. Langston Hughes, qui a un style en général prime sautier, un style léger, Langston Hughes a peut-être voyagé le plus en Afrique, mais il en revient toujours avec, il y a ce côté très poétique, et puis il y a aussi ce côté de, enfin, c'est un poète qui est très comique, donc il change presque tout au comique. Donc, autrement dit, c'est une expérience personnelle qu'il faut chercher. Personnelle, mais qui peut aussi tourner en une expérience collective, selon ce qu'on en fait. Donc, si vous lisez Wright, vous allez voir, ah bon, ben ça c'est l'Afrique de Wright, et vous allez trouver là-dedans, si vous voulez, quelque chose qui soit commun à beaucoup. C'est intéressant. Tiens, quelle heure il est? On a encore 5 minutes. Oui? Mais Langston Hughes, dans le Bexy, il raconte qu'il fait escale en Afrique à un moment durant ses voyages avant d'arriver à Paris. Et c'est une expérience presque. Enfin, c'est une grosse désillusion pour lui. D'être rejeté, de ne pas être reconnu comme noir, en fait, quand il arrive en Afrique. D'être vu comme un blanc et il doit refuser l'accès à un certain nombre de rituels, de cérémonies locales, sous prétexte qu'il est vu comme un blanc. Et malgré ça, il retournera toujours vers l'Afrique après dans sa poésie postérieure. Tout à fait. Ouais. Il est parmi les plus importants des poètes, Langston Hughes. Bon, il a une série de poètes, je pense que c'est tout un recueil de poésie, ou une série de poèmes qui s'appelle Simple, donc, où il prétend écrire comme s'il ne comprenait pas certaines choses. Il est caché derrière, il y a un masque. Et là, bon, c'est la vie américaine aussi bien que la vie africaine qu'il a connue. Mais il avait une véritable volonté de connaître l'Afrique en détail. Wright a eu l'avantage d'aller en Afrique, invité par le Premier ministre d'alors, qui est devenu par la suite le premier président du Ghana, Kwame Nkrumah. Donc, officiellement, enfin, j'ai pu consulter ses archives et j'ai vu qu'il avait été invité personnellement par le Premier ministre. Et n'empêche qu'il voulait connaître dans le détail cette vie-là. Et dans Black Power, il pose un certain nombre de questions à la population, aux Ghanéens communs. Pourquoi est-ce que ceci se fait comme cela? Et on ne parvient pas à lui expliquer à sa satisfaction pourquoi les coutumes sont telles qu'elles sont.